Bonjour, c'est Tina Lebondi et on est aujourd'hui en présence de Harry Roselmack. Merci Bonjour. beaucoup Harry, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravi d'être là. Oui, merci d'être là, ça nous fait vraiment plaisir. Et j'ai pas mal de questions à vous poser par rapport à votre carrière, mais aussi le film que vous avez sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Fracture. Ouais. Donc on va commencer par votre carrière, qui, selon vous, est-ce que vous pensez qu'elle est assez conventionnelle pour le monde du journalisme? Est-ce que vous avez fait une école de journalisme? Oui, j'ai la formation qui me permet de faire ce métier. Après mon bac, j'ai fait un DUT de journalisme. Donc je savais déjà que je voulais être journaliste. Je l'ai su dès le début du lycée, certainement, parce que c'est un métier qui correspond bien à ce que je suis. J'aime les mots et les gens, et le journalisme, c'est utiliser les mots pour parler aux gens et pour faire passer des choses importantes aux gens. Et donc, oui, fort de cette formation, j'ai d'abord travaillé dans une radio qui s'appelait Média Tropical, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est une radio communautaire afro-antillaise sur la région parisienne. Okay. Puis après, Radio France, pendant quelques années, notamment la radio France Info, qui est le premier média français d'information en continu. Puis après, je suis passé à la télé. Par rapport à votre expérience à la radio et à la télé, est-ce que ça a été le tremplin dont vous aviez toujours rêvé, si je puis dire, une passion, ou est-ce que vraiment vous vouliez être journaliste télé dès le départ et c'était vraiment le but en fait? Oui, parce que je dis souvent à des jeunes qui viennent me voir en me disant comment on devient star de la télé, je dis on ne décide pas de devenir star de la télé, on décide, en tout cas quand on présente le JT, de devenir journaliste et d'être journaliste. Être journaliste, c'est aller chercher une vérité, ce qu'on pense être une vérité, on a des techniques pour ça qu'on apprend à l'école, et la retranscrire aux gens. Et ça peut être en presse écrite, en radio ou en télé. Moi, mon parcours, ça a été d'abord de faire un peu de presse écrite. Moi, je suis né, j'ai grandi à Tours, qui est une ville du centre de la France, centre Val-de-Loire. Et j'ai travaillé dans la presse régionale de Tours, dans un quotidien qui s'appelle La Nouvelle République du Centre-Ouest. Okay. Et ensuite, vous aviez quel âge? J'avais entre 15 et 17 ans. Ok, donc les objectifs étaient déjà là. Donc vous saviez déjà à peu près. Oui, je savais que je voulais faire ce métier et je commençais à faire un peu de pige ici et là, c'est-à-dire sans être recruté par le journal, mais de faire des articles de temps en temps. En l'occurrence, c'était sur le sport et le judo, puisque je pratique le judo. Et ensuite, je suis arrivé très vite à la radio. Et la radio, ça a été un média qui, pour moi, c'est toujours mon média de cœur, j'ai envie de dire. C'est un radio dont j'aime l'immédiateté, dont j'aime aussi la façon dont elle peut être reçue par le public, par les auditeurs, qui ne sont pas pollués par des choses alors qu'ils peuvent être positifs, parce que l'image, c'est quelque chose de très fort, et c'est quelque chose qui amène tout de suite plein d'informations, mais c'est aussi quelque chose qui peut polluer. Moi, je me rappelle, après mes premiers JT, on me parlait au moins autant de ma cravate, de mon choix de cravate et de mon choix de veste que du fond de ce que je disais, ce qui est toujours un peu perturbant quand vous faites un métier d'information où vous amenez de l'information aux gens. Donc la radio, ça a été vraiment un média que j'ai choisi, et la télé, ça a été des opportunités. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait basculer de la radio à la télévision. D'accord. Et c'est vrai que, en vous écoutant parler, il y a une image qui m'est arrivée. Quelle est la différence en fait entre le journal aux États-Unis, par exemple, et en France? Parce que j'ai l'impression que le système, il est complètement différent en termes de justement chercher les informations, comme vous dites, parce que je n'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, c'est la même procédure par rapport aux journalistes justement qui font sur Fox. Bon, je ne vais pas dire Fox News parce que ça c'est spécial, mais ce n'est pas forcément eux qui cherchent les stories en fait. Donc c'est les autres gens qui cherchent pour eux, et après qui les ramènent et eux ils le présentent. Mais vous, comme vous avez parlé tout de suite, c'est plus vous en fait qui cherchez à raconter les histoires qui vous intéressaient ou que vous pensiez importantes. Alors, je ne connais pas très bien le système d'information américain, mais je sais qu'effectivement, ils travaillent avec des producers, ce qu'ils appellent des producers, qui vont chercher les infos. Exactement. Et ensuite, les infos sont traitées par les journalistes. C'est vrai que nous, on est en prise plus directe, mais c'est vrai qu'on a recours, nous aussi, à des informateurs. Alors, le premier des informateurs d'un journaliste, ce sont les agences de presse. D'accord. On est abonné à des agences de presse qui nous font part des informations, mais on a aussi des réseaux locaux, on a des correspondants locaux
qui eux sont informés bien soit par des autorités locales, soit par des gens qui les appellent. Et donc c'est vrai que le process est un peu différent. Alors ce qui marque beaucoup la culture américaine, c'est cette culture du direct. C'est-à-dire que les Américains sont beaucoup sur l'événement en direct, la course-poursuite, le truc. On a tous les images en tête parce qu'on les a vues à la télévision, oui, tout à fait. de journalistes, parfois même équipés d'hélicoptères et qui vont suivre le déroulement d'une opération. Il y a cette culture du live qu'on a de plus en plus ici avec les chaînes d'infos en continu. LCI, BFM sont des chaînes qui s'inspirent un peu de cette culture-là pour faire vivre l'information en direct, un peu comme on suit une story, voire une série télévisée. On flirte un peu avec des choses qui sont compliquées pour les journalistes, qui sont très compliquées à manier, mais qui sont intéressantes et qui sont surtout de l'époque. C'est ce que recherche aussi une partie du public. Alors, c'est pas parce qu'il recherche qu'il faut lui donner, mais en tout cas, il faut s'adapter au goût des gens. Et cette information, si elle doit passer par là, il faut s'adapter. Et c'est tout l'enjeu des journalistes aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes justement qui vous demandent des conseils par rapport à ce métier qui est très difficile. Est-ce que vous, par rapport à votre famille, parce que nous, c'est vrai qu'en Afrique, quand on parle des métiers comme la mode, les journalismes, c'est des métiers qui sont, on va dire, éphémères. Est-ce que vous avez eu un support un soutien de votre entourage quand vous leur avez annoncé que vous vouliez devenir journaliste? Pas forcément télé, pas forcément la star de télé, mais que vous vouliez aller dans cette carrière. Oui, bien sûr. Ma famille m'a évidemment soutenu. Je crois que mon père, c'est un métier qu'il aurait aimé faire, ça, parce que c'est aussi quelqu'un qui aime les gens, qui s'intéresse à eux et qui aime communiquer, qui va vers les gens. Donc, et d'ailleurs, mes premiers flashs radio d'information, je les ai faits dans une émission de radio. Mon père a animé une émission de radio antillaise à Tours. D'accord. Et j'ai fait mes premiers flashs dans l'émission qu'il animait. Donc il était vraiment partie prenante dans tout ça. C'était à l'époque où j'étais au lycée, donc je n'avais même pas entamé mes études de journaliste, mais quelque part il m'a accompagné vers cette vocation-là et m'a permis de la consolider. Ma mère, idem. Mes parents ont vraiment été d'un grand soutien, mais c'est vrai que le journalisme ne leur apparaissait pas comme un métier très risqué ou comme un métier de saltimbanque. Peut-être que si je leur avais dit que je voulais être chanteur, ils auraient peut-être tiqué un peu plus. Quoique je crois que les bons parents sont ceux qui accompagnent leurs enfants, quelle que soit leur vocation, quelles que soient leurs envies, en sécurisant leur parcours au maximum. Mais malgré tout, si votre enfant veut devenir footballeur professionnel, pourquoi pas? Mais il faut sécuriser à côté, bien sûr. Je comprends. Et si vous deviez faire un bilan des 10 dernières années, je pense qu'ils ont été vraiment très intéressantes pour votre carrière, qu'est-ce que vous diriez? Je pense que le virage le plus important, et ça va faire une belle transition vers le film, mais c'est que moi je suis journaliste depuis 1994, ça date quand même, oui. Ça explique mes poils blancs. Et je crois que j'ai beaucoup voulu parler de l'âme des gens. Moi, l'émission que j'ai faite en télé qui me ressemble le plus, elle s'appelle En Immersion, et c'est une émission lors de laquelle j'allais à la rencontre de gens, de Français ou de gens vivant en France, et qu'on pouvait regrouper par famille, par communauté, pour utiliser un mot qui est une réalité sociologique, mais que la France n'aime pas entendre. Malgré tout, ces gens étaient regroupés en communauté en fonction de leur choix de vie, en fonction de leurs convictions religieuses, en fonction de leur parcours de vie parfois. J'ai rencontré des SDF, j'ai rencontré des gens de quartier qui étaient très identifiés à leur quartier, j'ai rencontré des prostituées, j'ai rencontré des producteurs de lait. Donc c'était vraiment sur le terrain, quoi. C'était vraiment sur le terrain. Et cette émission-là, elle me correspond vraiment parfaitement à ma vocation, qui est effectivement de parler de l'âme des gens et de la façon dont ils vivent, parfois les uns à côté des autres, sans trop communiquer. Et aujourd'hui, j'ai envie, parce que ça a toujours été en moi aussi, de parler à l'âme des gens, autant que de l'âme des gens. Et pour parler à l'âme des gens, je pense que l'expression artistique, c'est l'expression la plus appropriée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de façon très volontaire, je me dirige vers l'écriture, la production, voire la réalisation, comme je l'ai fait, de fiction, de films, soit pour le cinéma, soit pour le digital, de séries. J'ai aussi fait de la musique, puisque quand vous faites du cinéma, la musique c'est l'image composée.
Et la musique, alors non, je ne suis pas compositeur, mais j'ai réalisé un album avec des compositeurs, avec des auteurs. J'écris des textes de chansons et voilà, j'ai découvert tous ces univers-là. Et c'est des univers qui me parlent parce que je crois que les gens ont besoin aussi qu'on leur fasse du bien. Mais souvent, ce qu'on me dit, on me dit les infos, c'est dur, vous parlez que de choses compliquées. Et ça, je peux l'entendre. Je peux entendre qu'il y a un moment où les gens arrivent à saturation parce que la vie peut paraître compliquée. La vie du monde, l'enchaînement des événements dans le monde peut ajouter à cette lourdeur-là. Et il faut aussi apaiser. Il faut aussi apaiser et ça se fait sur le fond, mais aussi sur la forme en proposant des choses qui sont plus légères. Qui sont plus légères ou au moins qui emmènent les gens dans un ailleurs. Je crois que c'est le quotidien qui pèse. Si vous arrivez à les emmener dans un ailleurs, même un film qui peut être un peu dur, mais si vous les amenez en dehors de leur vie, c'est une parenthèse et c'est quelque chose qui va faire du bien. D'accord. Ça me ramène une autre question, mais on a fait un événement, nous, cet été, où justement on a posé cette question par rapport à la responsabilité des médias aux spectateurs. Donc ma question à vous, c'est qu'est-ce que vous en pensez déjà? Et surtout, après, j'aimerais savoir par rapport aux minorités en France, est-ce que vous avez pas une pression, mais vous vous sentez un peu responsable de comment votre image est représentée ou l'image des Africains est représentée à la télé française. Voilà, c'était vraiment pour avoir votre avis et après on parlera de quelque chose un peu plus léger. Alors, la responsabilité des médias, oui, évidemment, les médias ont une responsabilité. Ils l'ont toujours su et ils l'ont toujours assuré. Alors, sans faute, le sans faute, ça n'existe pas dans ce bas monde. Néanmoins, cette responsabilité, elle est réelle. Et tous les médias vous diront qu'on fait des choix. On fait des choix en fonction de notre ligne éditoriale, mais on fait des choix aussi en fonction de notre responsabilité. Il y a des images qui seraient insoutenables, qui sont parfois captées dans la réalité par nos reporters et qu'on ne montre pas parce que le but, ce n'est pas de choquer les gens. Le but, c'est de les informer. C'est qu'ils sachent ce qui se passe. Alors, quand ce sont des situations compliquées, il faut qu'ils aient la retranscription de cette dureté, de cette violence. Néanmoins, on n'est pas là pour faire du gore et on n'est pas là pour faire des choses... voilà. Donc, il y a effectivement une responsabilité dans le traitement de l'actualité. Il y a une responsabilité aussi dans j'ai envie de dire, et qui se pose vraiment de façon très aiguë aujourd'hui, sur le rythme de cette information et sur l'effet que peut avoir une information telle qu'elle existe aujourd'hui, en continu, répétée, enflée parfois par rapport à la réalité, par les choix qu'on fait. C'est vrai que quand une chaîne info fait le choix de cibler un événement fort, elle lui donne une caisse de résonance énorme. Et notre responsabilité à ce niveau-là, c'est pas de ne pas le faire, mais c'est de former, j'ai envie de dire, le téléspectateur et de lui dire, même si c'est contre nos intérêts peut-être financiers, de lui dire qu'on ne regarde pas une chaîne info pendant 4 heures non-stop. C'est une aberration. Parce que les gens qui nous disent « j'en peux plus, je suis hyper angoissé, hyper stressé, c'est la photo média » mais qui passent 4 heures beaucoup de messages devant… comme ça. J'entends, bien sûr. Les journalistes sont des gens qui sont parfois même attaqués. On a eu un mouvement social là, très fort en France qui s'appelle les Gilets jaunes. Moi, j'ai des confrères qui se sont fait taper dessus, et notamment de certaines chaînes qui étaient particulièrement ciblées, et ils se faisaient taper par des militants. Donc le métier de journaliste aujourd'hui, il n'est pas simple, il est néanmoins indispensable, et je pense qu'il y a aussi une responsabilité conjointe, c'est-à-dire que nous, consommateurs d'informations, on doit maîtriser cette consommation d'informations parce que ça a un impact sur nous, parce que ça a des effets et que ce n'est pas simplement la faute de l'émetteur. Il y a aussi celui qui reçoit qui doit en être conscient et nous, on doit le leur dire. Alors moi, ma responsabilité vis-à-vis, c'était l'autre pan de la question de la communauté noire, hein, de façon générale. Bien sûr que je suis conscient de cette responsabilité. Maintenant, ce n'est pas cette responsabilité qui m'a fait faire mes choix. C'est-à-dire que je n'ai pas accepté de faire le 20h parce qu'il y avait la communauté à représenter ou à défendre. Je n'ai pas arrêté de faire le 20h. Et si j'ai arrêté de faire le 20h, c'est justement que… Parce que sinon, je n'aurais pas arrêté. Il y a plein de gens qui me disent « Pourquoi tu as arrêté? Il ne fallait pas, tu étais là, tu nous représentais, etc. » Je fais mes choix professionnels en fonction de mes envies, tout simplement, en fonction de ce que je pense pouvoir apporter autrement. Et je pense parfois
même si ce n'est pas évident au premier abord, pouvoir apporter plus d'une autre façon qu'en étant l'incarnation d'un journal de 20 heures, et c'est ce que j'essaye de démontrer aujourd'hui. Avec le film, le cinéma. Mais avec le cinéma, néanmoins, effectivement, je suis conscient évidemment de l'effet qu'a eu ma présence aux 20 heures. Il y a nos collaborateurs là, qui est derrière les caméras et qui règle les trucs, qui m'a dit tout à l'heure quelque chose qui me fait toujours plaisir, mais que j'ai déjà entendu, à savoir le jour quand vous avez commencé aux 20 heures, pour moi ça a changé les choses, et y compris je me suis dit, je suis capable de, et moi j'ai rencontré des jeunes journalistes aujourd'hui qui m'ont dit qu'ils sont devenus journalistes, qu'ils ont matérialisé cette vocation-là après m'avoir vu aux 20 heures, et c'est évidemment très satisfaisant, et moi c'est ce que j'espérais aussi. Donc c'est plus qu'inspiré, parce que vous avez permis à certaines personnes de prendre justement le pas et de faire des actions par rapport à leur propre vie et leur propre carrière, et pas seulement de juste inspirer avec... oui, mais c'est quelque chose qu'ils avaient en eux, mais c'est vrai que nous, afro-descendants, on souffre de quelque chose qui est l'un des stigmates de la colonisation, qui a d'ailleurs très bien été étudié par Frantz Fanon, qui est une forme de colonisation mentale qui nous fait douter de nous-mêmes en permanence, qui fait qu'on pense qu'on n'est pas capable d'eux. Tout ça est évidemment faux, et quand quelqu'un, avec son parcours et en faisant, vous montre concrétise le fait que ce soit faux, ça aide. Mais c'est vrai que les vraies chaînes, elles sont à l'intérieur de nos têtes, et c'est celles-là qu'il faut défaire. Donc si moi, j'ai permis par mon parcours d'en défaire quelques-unes, je suis ravi. Mais donc en vous écoutant, qu'est-ce que vous pensez qui fait votre force, et peut-être qui vous reste, qui fait que vous soyez motivé et que vous sachiez, vous avez voulu savoir votre histoire, l'histoire des Noirs, est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous donne cette confiance en soi que vous avez maintenant, ou ça a toujours été là en fait? Moi, ma force, c'est l'amour. Ok. De façon générale, voilà, l'amour, la foi aussi. Alors, je ne fais pas de prosélytisme. On peut avoir un canal qui est une religion, mais on peut aussi avoir la foi sans être religieux du tout. D'accord. La foi, c'est de croire qu'on est là pour faire des choses, et pour porter, pour soi, mais aussi pour porter l'ensemble de nos concitoyens, des gens qui nous entourent et des gens qui sont peut-être même un peu plus loin, dans un monde plus vertueux, dans un monde qui soit meilleur pour nous, pour nos enfants. Et donc cette conviction-là, sans qu'elle soit messianique, on n'est pas tous appelés à être des messies. En revanche, on a tous quelque chose à faire, on a tous quelque chose à apporter, et le fait de le savoir et de le projeter, ça réalise les choses. Je m'intéresse beaucoup à la physique quantique. Alors, je ne vais pas rentrer là, devant vous, dans un exposé là-dessus, alors que je le maîtrise mal. Oui, j'ai commencé à lire, je ne l'ai pas terminé. D'accord. Mais le fait est qu'aujourd'hui, scientifiquement, il est démontré que la pensée a un impact, a un pouvoir sur ce qu'on appelle la réalité. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est démontré aujourd'hui de façon scientifique. Et donc, à chacun de l'appliquer dans sa propre vie pour construire son chemin. Et la visualisation de ce que vous voulez manifester. D'accord. Donc, parlons un peu justement de votre film, Fracture, qui est déjà sorti et qui est disponible sur le site internet, je crois. Parce qu'on a déjà des gens qui nous ont demandé justement où est-ce qu'ils peuvent le regarder. Quelqu'un en Belgique en particulier qui a demandé 3 fois. Donc on va commencer par cette question. Alors mon film Fracture est disponible en VOD sur des plateformes VOD qui sont MyTF1 VOD, M6 VOD, MyCanal VOD, iTunes et Univers Ciné. Puis je suis en discussion avec des chaînes de télé, y compris en Belgique d'ailleurs, pour répondre à la personne qui demandait. Pour qu'ils achètent le film et qu'ils le diffusent le plus largement possible. Et toutes ces informations sont sur le site internet aussi? Alors non, ces informations ne sont pas sur le site internet pour l'instant, mais en suivant mes réseaux sociaux, Instagram sur lequel je suis très actif, ou Facebook. Donc les réseaux sociaux qui sont Harry Roselmack. Exactement. Sur Instagram en tout cas. Exactement. D'accord. Et mais qu'est-ce qui vous a... Parce que l'histoire de Fracture est assez... il y a un meurtre. Non, il n'y a pas de meurtre. Non, dans le trailer. C'est un film, ça. Non, j'ai vu le trailer sur le bateau. Non. Alors, Fracture, c'est une fable contemporaine qui met en scène 2 personnages principaux très différents l'un de l'autre. Oui. Un
qui s'est converti à un islam dévoyé qui l'amène à vouloir faire un attentat, Oui. et une prostituée qui est et tous les deux sont sur un bateau sur lequel il y a une fête, et ces deux personnages vont se retrouver enfermés dans une pièce. Et effectivement, le postulant terroriste, il a une arme, Oui. et il se retrouve face à cette femme Cette dame, oui. qui est, moi, ma Marianne moderne. D'accord. Et c'est l'échange entre les deux Qui qui va déterminer le sort de tous ceux qui sont sur le bateau, finalement. Puisque Bah oui. si lui passe à l'acte, c'est tout la le fin monde pour qui tout le monde. part. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré derrière cette histoire, et quel est le message que vous vouliez passer, justement? Ce qui m'a inspiré, c'est le constat que j'ai fait dans mes documentaires en immersion dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on vit dans une société qui est de plus en plus clivée, qui est de plus en plus divisée, qui est de plus en plus fracturée. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui en France, ils se construisent plus tellement en vertu d'un idéal commun ou d'un ciment commun, que ce serait la patrie ou la nation. Ils se construisent en fonction de choses qui leur sont propres, qui sont leurs convictions religieuses, par exemple, qui sont le quartier dans lequel ils habitent, qui sont leur statut social. Est-ce que vous pensez que c'est dominé par la peur? Bien sûr, c'est la peur et la frustration. Il y a deux moteurs à ça, D'accord. la peur et la frustration, qui fait que la France d'aujourd'hui, c'est pas la France des années 60, 50, 40. C'est une France différente, c'est une France communautarisée, on peut le dire comme ça aussi. Et ce que je fais dans ce film, c'est à la façon d'une fable, puisque chacun de mes personnages représente l'une de ces communautés-là. C'est de faire le constat de cette France communautarisée, telle qu'elle est en réalité, et pas un fantasme de la France qu'on veut continuer à faire vivre alors qu'il n'est plus d'actualité, mais de dire que c'est pas la fin des haricots, pardon pour l'expression, c'est pas la fin du monde, et que le principe selon lequel on estime en France que pour vivre ensemble, il faut se ressembler, c'est un principe qu'il faut bannir désormais. C'est-à-dire qu'il faut de l'adhésion à des valeurs communes, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'autoriser tout et n'importe quoi, et il faut des valeurs communes, il faut un objectif commun. Après, il faut respecter la différence des uns et des autres, et même considérer que ces différences sont positives, sont des apports positifs. Et ce que je montre dans ce film, c'est que deux personnes qui sont aux antipodes, puisque entre un converti au djihad tel qu'il est vécu aujourd'hui par beaucoup et qui est un faux djihad terroriste, et une prostituée dont j'explique le parcours pour ces deux personnages et dont on comprend comment ils sont devenus ce qu'ils sont. On imagine que le face-à-face entre ces deux personnages ne peut aboutir qu'à la destruction. Or, sans spoiler le film, c'est pas le cas. Donc c'est pas le cas. Donc la fin est heureuse. Au final, la fin est plutôt positive. D'accord. Plutôt positive. Donc on apprend quelque chose sur nous-mêmes, parce que moi, je trouve le message que vous voulez d'expliquer justement, qui est plus centré sur les valeurs et les objectifs, et s'applique bien sûr à la France, mais aussi à tout le monde en fait. Bien sûr, il s'applique à beaucoup de pays, à de nombreux pays, et je crois qu'il est important de sortir des stéréotypes, des idées reçues, et il faut arrêter de croire que la différence est un danger. La différence, elle est un danger que parce qu'on a ça en tête et qu'on se défie les uns des autres et qu'on augmente les tensions entre les uns et les autres. Mais ce n'est pas inéluctable du tout. D'accord. Et quel est le plus grand obstacle que vous avez eu par rapport à ce nouveau projet? Alors les obstacles, ils ont été assez nombreux, mais les obstacles, ils ont d'abord été financiers, parce que quand on fait un film indépendant, il faut de l'argent. Alors ils ont été aussi dans le fait que les institutions qui encadrent, qui soutiennent le cinéma français ne m'ont pas du tout soutenu sur ce projet. Je pense pour plein de raisons, certaines légitimes, d'autres plus discutables. Toujours est-il que je n'ai pas du tout reçu de soutien du CNC, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le sujet du film était assez... Je pense que c'est un ensemble. C'est le sujet du film, c'est mon parcours, c'est le fait que je ne sois pas du monde du cinéma, c'est le fait que je vienne de la télé. Donc un risque, quoi. C'est le fait que je vienne de TF1. Effectivement, ça représentait un risque. D'accord. Mais après, le risque n'empêche pas d'étudier les dossiers au fond et d'étudier un scénario et d'aider à l'écriture de ce scénario. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Dont acte. Ça ne nous a pas empêché de faire le film, de le terminer. Et moi, je ne suis pas du tout dans la frustration et la rancœur. C'est juste un message aussi en direction de certains jeunes pour leur dire qu'il ne faut pas attendre que les choses vous viennent d'en haut, vous viennent des institutions.
On pourrait croire que parce que je m'appelle Larry Roselmack et que je représente ce que je représente en France, c'est facile. Non, ça a été extrêmement dur. Ça a été une épreuve personnelle, mais que j'ai su surmonter, et j'en ai appris aussi sur moi-même à ce moment-là. Et moi, je veux dire aux gens qui ont des projets et qui sentent que c'est important pour eux et qu'ils ont à apporter par ces projets, d'aller au bout, quels que soient les obstacles ou quelles que soient les non-assistances qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin. Bon, vous avez répondu à ma dernière question. Donc, pour terminer, j'aimerais savoir qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous et comment on peut soutenir justement vos projets et ce film en particulier qui est déjà disponible. Ce que vous pouvez faire pour moi, c'est ce que vous faites en ce moment, c'est de me donner la parole et de partager l'existence de ce film, le fait qu'effectivement, il est important, je pense, de le regarder d'abord pour les gens, c'est-à-dire pour les idées que je veux faire passer dans ce film, pour le propos que j'y tiens. Puis c'est important aussi pour moi parce qu'il y a une réalité économique derrière. C'est un film très largement autofinancé pour lesquels j'ai pris de gros risques personnels, pour lesquels des investisseurs ont pris aussi des risques à mes côtés. Et je suis évidemment comptable de ça avec une équation économique comme tout projet, parce que l'objectif, c'était pas d'en faire qu'un. L'objectif, c'est d'en faire d'autres derrière. Et je crois qu'il est important que la communauté noire qui est représentée sur les écrans, c'est très bien, mais la communauté noire qui fait passer ses idées dans des productions, c'est mieux. Et moi, je suis aujourd'hui dans ce combat-là, c'est ce qui m'anime, c'est de montrer que notre vision peut aussi enrichir la culture française, la culture européenne, la culture mondiale. Et moi, j'ai des ambitions avec d'autres, je ne suis pas tout seul à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, dans la consommation, c'est aussi important qu'on ait des relais derrière. Moi, j'ai trop souvent vu des confrères réalisateurs faire des films, par exemple sur les Antilles. Je me rappelle de certains films qui n'ont pas marché lorsqu'ils ont été diffusés sur France Télévisions notamment. Je trouve ça déplorable et je trouve que malheureusement ça montre qu'il manque une solidarité aussi en termes de consommation culturelle. Parce que si on veut avoir des auteurs, des écrivains, il faut qu'on lise leurs livres. Si on veut avoir des réalisateurs, il faut qu'on regarde leurs films. Si on veut avoir des acteurs, il faut aussi qu'on regarde les films de ceux qui les font jouer. Et c'est aussi nos réalisateurs. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Et je crois que chacun a sa responsabilité en consommant de façon plus éthique. Mais il ne faut pas que ce soit... moi, je ne veux pas qu'on me fasse l'aumône. Je veux qu'on regarde mon film aussi parce qu'on va y trouver des choses. Je garantis aux gens qui vont le regarder, qui vont y trouver des choses qui vont peut-être les bousculer aussi. Et quand on propose une œuvre, elle ne fait pas l'unanimité, donc il y a des gens qui ne vont pas aimer, mais néanmoins, dans ce qui est dit, il y a des choses qui vont les intéresser, il y a des choses qui vont les nourrir et il y a des choses qui vont les faire réfléchir. D'accord. Enfin, moi, ça me fait penser à un événement qu'on a eu justement samedi où la question c'était qu'est-ce que c'est consommer afro? Parce que je pense que pour les gens, en général, c'est qu'ils se disent si j'achète un peu de wax, etc., c'est ça consommer afro. Mais en fait, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est une culture, donc soutenir nos films, les artisans, les peintres, enfin tout ce qui est fait justement par les Africains, parce que j'ai l'impression que, avec les années, c'est pas qu'on n'apprécie pas, mais c'est qu'on n'a pas... le mot m'échappe. Mais en fait, consommer afro, c'est pas seulement manger, par exemple, africain, mais c'est par exemple le lieu où on est aujourd'hui qui nous a accueillis, Villa Massaï à Paris. C'est un restaurant par des Africains qui est ouvert et qui est là justement pour montrer le Black Excellence. Et puis, il ne s'agit pas de bannir le reste. Exactement, il ne s'agit pas de partir en guerre. Il s'agit juste de se dire à un moment, dans tout ce que l'on consomme, on ne fait que ça, on est dans une société de consommation, donc on consomme beaucoup, mais d'avoir des choix qui soient aussi des choix qui sont guidés par... Ou qui incluent en fait. Voilà, qui incluent cette consommation, on va dire, plus réfléchi et normalement, de toute façon, c'est des choses qui nous plaisent. Il ne s'agit pas de consommer des choses qui ne nous plaisent pas. On n'est pas en train de dire ça, il n'y a pas d'obligation. Il y a juste, je pense, à avoir ça en tête pour que les choses avancent. Super. Mille merci. On a fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot justement pour les gens qui vont nous regarder. On va passer le message par rapport au film et le site internet où ils peuvent trouver les informations. Mais est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voudrez rajouter ?
Je ne vais pas faire trop long parce qu'on a déjà été Oui. un peu long, je pense, mais non, je voudrais juste leur dire voilà, d'avoir confiance en eux. Et encore une fois, il faut sortir de cette idée qu'il y a des choses qui pourraient nous échapper, qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, on est capable de tout. Donc si vous avez des envies, il faut travailler. Et avec le travail, avec la foi, en croyant dans ce qu'on fait, voilà, on y arrive. J'en suis un exemple et il y en a plein d'autres. Super, merci beaucoup. Merci à vous.